Donc, rebonjour à tous. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire, ce troisième rendez-vous OncoPL, donc un webinaire d'information dédié sur le thème de l'éducation thérapeutique du patient en cancérologie. Donc, ce webinaire durera 1 heure et demie, donc a débuté à 14 heures et se terminera à 15h30. Comme je vous disais tout à l'heure, donc très très beau succès en tout cas sur ce webinaire, qui a eu en tout cas plus de 100, enfin, à peu près 100 ou 150 participants. Donc cet après-midi, notre rencontre va s'articuler autour de 3 interventions. La première sera présentée par Dr Virginie Berger, donc coordinatrice ETP à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, qui abordera l'éducation thérapeutique du patient sur ses bases et ses fondements, et notamment abordera plus précisément les enjeux de l'ETP en cancérologie. Une deuxième intervention réalisée par Isabelle Suire, donc chargée de projet ETP à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, qui abordera le cadre réglementaire de l'éducation thérapeutique par le programme, la déclaration et le rôle de l'ARS dans cette déclaration. Et je terminerai pour ma part, donc Clémence Guillot, donc chef de projet à OncoPL, par vous présenter un kit ETP en cancérologie que nous avons élaboré avec des professionnels de la région, dont faisaient partie Virginie Berger et Isabelle Suire pour les outils et d'autres membres professionnels de la région. Donc, on va démarrer tout de suite par la présentation de Virginie. Je vais partager son écran, sa slide. Et si c'est bon pour vous, Virginie, je vous laisse démarrer. Bonjour à tous, je lance mon chronomètre. Je remercie les organisateurs pour cette invitation et j'espère répondre aux attentes des nombreux auditeurs présents aujourd'hui. J'espère qu'on m'entend bien et que le son n'est pas avec de l'écho. Alors, comme l'a dit Clément, je m'appelle Virginie Berger. Je suis en charge du développement des programmes d'éducation thérapeutique à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. L'ICO est un centre de lutte contre le cancer issu de la fusion des deux centres d'Angers et de Nantes. Diapositive. Donc, avant d'aborder les enjeux de l'éducation thérapeutique, je vais juste poser rapidement le décor. Après un bref rappel sur les exigences réglementaires, nous allons aborder l'esprit de l'ETP. À l'aide d'un programme socle, je présenterai la mise en place d'ateliers d'un point de vue pratique. Je détaillerai ensuite les freins et les leviers. Je rebondirai ensuite sur la recherche paramédicale, qui est une piste pour déployer et valoriser l'éducation thérapeutique. Et enfin, je conclurai par les conséquences de la mise en place de programmes d'éducation thérapeutique dans votre structure. Alors, vous connaissez sûrement quelqu'un dans votre entourage chez qui un diabète insulinodépendant a été découvert. Du jour au lendemain, cette personne a dû modifier toutes ses habitudes de vie, faire 3 à 4 injections d'insuline par jour, voire gérer une pompe à insuline, effectuer ses contrôles d'autoglycémie au bout du doigt, modifier son alimentation, modifier son activité physique, enfin bref, changer de vie. C'est alors que l'éducation thérapeutique, ou ETP pour les intimes, entre en jeu et va permettre à ce patient de s'adapter et de continuer à vivre avec son diabète. Donc vous l'aurez bien compris, l'ETP s'adresse aux patients avec une maladie chronique et vous le savez, le cancer se chronicise. D'ailleurs, la stratégie décennale de lutte contre le cancer a mis en exergue dans 2 de ces 4 axes l'éducation thérapeutique. En effet, afin de limiter les séquelles et d'améliorer la qualité de vie, et aussi de lutter contre les cancers de mauvais pronostic, des recommandations sont inscrites dans ce guide pour les 10 ans à venir. Au niveau du focus oncologie, non, c'est la précédente, Clémence. Au niveau du focus oncologie, pour la certification, l'OECI, qui est un organisme de certification européenne, exige que des programmes d'éducation thérapeutique spécifiques de patients en oncologie soient ouverts dans les structures. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, le parcours du patient en oncologie est complexe. Pour ceux qui connaissent l'oncologie, le patient passe d'un service à l'autre, passe entre les mains de plusieurs médecins spécialistes et le patient reçoit de très nombreuses informations. Elles peuvent être écrites, elles peuvent être orales. Ces informations sont complexes et sont parfois anxiogènes. Le patient a un plan personnalisé de soins, des ordonnances, des rendez-vous, des flyers et parfois le patient ne sait pas trop où il en est.
l'INCa a prôné le développement d'une consultation d'annonce infirmière qui permet de faire avancer un petit peu les choses. Et cette consultation d'annonce infirmière est une première amorce d'éducation et de partage de savoir, mais dans un sens juste informatif. Selon le référentiel de la HAS, la première étape de l'éducation thérapeutique du patient est constituée par le bilan éducatif partagé. C'est une première visite en présentiel avec le patient, éventuellement avec un aidant. Et pendant cette visite qui est centrée sur le patient, cette visite ne va pas s'adresser à la maladie du patient. Cette visite va chercher à établir une relation de confiance avec le patient. Et à ce moment-là, on va essayer de connaître un petit peu mieux le patient, connaître son projet de vie, ses croyances, ses représentations de la maladie, ce que le patient attend de sa prise en charge et quelles sont ses craintes. Parce qu'on va pouvoir s'appuyer sur ses valeurs positives et valeurs négatives pour avancer. Une fois cette connaissance un peu plus approfondie, on va pouvoir identifier les besoins du patient et lui proposer des séances éducatives qui correspondent à ses besoins. Alors, les séances peuvent être des ateliers collectifs ou des ateliers individuels. Et comme le réclame la HAS, il faut qu'on évalue notre impact. Donc, on fait des suivis proches et à distance. Alors, à quoi servent ces suivis? Ces suivis servent à mesurer la progression, à mesurer l'acquisition des connaissances du patient et également à mesurer sa progression. Chaque patient va marcher à son rythme. Tous les patients ne peuvent pas avoir les mêmes connaissances de base et arriver au même endroit. Donc, pour certains patients, on aura besoin de faire des réajustements. Et il faut bien s'adapter à chaque patient pour pouvoir réajuster si le patient a mal compris ou a mal interprété certaines informations. Diapositive suivante. Donc, cette démarche éducative correspond à une posture pédagogique qui est intégrée aux soins. La psychologue clinicienne Anne Lacroix décrit cette première étape du programme d'éducation thérapeutique, ce bilan éducatif partagé, comme un espace transitionnel dans lequel on va établir une relation de confiance avec le patient. Cela va permettre d'établir une alliance thérapeutique qui va autoriser le patient à gagner en autonomie, à grandir, à être capable d'agir et de prendre les meilleures décisions pour lui-même. Chaque patient prendra ses propres décisions. On ne peut rien imposer au patient. Tout cela, ça correspond à ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment. Les étapes pédagogiques qui sont suivies consistent en une première étape avec une acquisition de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être, et en parallèle, le développement de compétences. Ces compétences peuvent être de plusieurs natures. Il peut s'agir de compétences d'auto-soin. Dans le cas d'un patient diabétique insulinodépendant, il y aura des injections d'insuline, des autocontrôles glycémiques. En oncologie, on peut proposer au patient de s'administrer lui-même ses facteurs de croissance. Certains patients font eux-mêmes leurs soins de stomie, leurs soins de trachéotomie. Plusieurs gestes techniques peuvent être réalisés. Il peut s'agir également de compétences d'adaptation. C'est-à-dire que le patient, en cas de toxicité digestive d'un traitement, devra adapter son traitement et également son alimentation en cas de trouble du transit. De la même manière, en cas de mucite, de toxicité orale, le patient aura un certain nombre de choses à mettre en œuvre, et y compris modifier son alimentation. Il peut également s'agir de compétences de sécurité. Un patient qui sera en neutropénie, qui aura une baisse des défenses immunitaires, devra avoir un comportement approprié à ce risque d'infection. Maintenant qu'on a tous passé par le Covid, on a compris l'intérêt des gestes barrières, de l'hygiène des mains, des distances sociales. Donc, c'est plus facile d'éduquer les patients qui sont sous chimiothérapie avec un risque de neutropénie. Tout le monde admet plus facilement un certain nombre de contraintes et de distances. Il peut s'agir enfin de compétences psychosociales. En effet, les compétences psychosociales permettent aux patients de partager leurs problématiques, de mieux s'adresser à leur famille, d'expliquer à leurs enfants, de s'adresser également à son médecin oncologue, parce que quand on ne comprend pas ce que le médecin dit ou quand on n'arrive pas à s'exprimer auprès de son médecin, c'est toujours difficile d'avancer. Cette démarche éducative concourt à plus impliquer les patients dans leur prise en charge en parallèle du soin direct. Elle se déroule dans une écoute bienveillante et empathique. Il faut également s'appuyer sur les patients ressources. Vous savez qu'on a de plus en plus de patients formés ou non formés, qui sont des patients
qu'on appelle soit patient partenaire, soit patient ressource, soit patient expert. Il y a un certain nombre de petites subtilités, mais c'est des modifications sémantiques. Et ces patients experts interviennent de plus en plus dans les structures pour aider d'autres patients. En éducation thérapeutique, on a aussi des patients experts qui sont formés et qui peuvent nous aider à concevoir des programmes, relire des programmes, animer des ateliers et interpréter un certain nombre d'évaluations. Vous savez tous que la parole d'un patient a beaucoup plus d'impact que la parole d'un soignant. Donc, il faut absolument qu'on travaille conjointement avec les patients ressources parce qu'ils ont une proximité avec d'autres patients et ils ont un savoir expérientiel que nous n'avons pas tous. L'éducation thérapeutique n'est qu'un catalyseur. Cette posture pédagogique ne sert qu'à permettre aux patients de pouvoir adopter des nouveaux modes de vie et de modifier sa manière de vivre afin de vivre le moins mal possible avec sa maladie et ses traitements. Alors, on va aborder maintenant la mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique. Diapositive suivante. Alors, il convient d'abord de cibler les besoins. Quels sont les besoins de ma population? Vais-je m'adresser aux patients? Vais-je m'adresser à une seule pathologie? À un groupe de toxicité? Vais-je inclure les aidants dans mes ateliers d'éducation thérapeutique? On sait que pour les patients qui ont un glioblastome avec des altérations des fonctions supérieures, il est compliqué de faire de l'éducation, donc on s'adresse surtout aux aidants. C'est un parallèle avec la maladie d'Alzheimer. Enfin, quel stade de la maladie vais-je cibler? Est-ce que je vais prendre des patients en début de parcours ou des patients avec une maladie plus avancée? Quand on sait qu'une chimiothérapie, un protocole de chimiothérapie peut être le même pour une maladie de stade précoce, pour un traitement adjuvant, un cancer du sein qui a été opéré, pour qui on fait un traitement en prévention d'une rechute, ou un cancer du sein métastatique pour qui on fait une première ligne de traitement, on peut avoir le même protocole de chimiothérapie. On peut se dire, bon, peut-être que ces patientes-là bénéficieraient d'un atelier d'éducation thérapeutique. Mais comme le cancer est une maladie qui a une certaine évolution dans le temps, il est peu judicieux de mélanger des patientes dans un groupe, il est peu judicieux de mélanger des patientes à un stade précoce et des patientes à un stade tardif. Enfin, je peux m'adresser à des patients qui ont des maladies différentes, des traitements différents, mais qui vont rencontrer des toxicités similaires. Et là, je ferai du transversal en expliquant bien aux personnes qui sont présentes dans mon groupe qu'elles sont toutes différentes, mais que les traitements qu'elles prennent peuvent avoir les mêmes toxicités. Enfin, il faut savoir, en cancérologie et dans d'autres pathologies chroniques, il y a une notion de temporalité. Le patient qui, en début de parcours, ne souhaitera pas participer à un programme d'éducation thérapeutique en aura peut-être besoin ou acceptera peut-être plus facilement un peu plus tard, une fois qu'il aura une petite expérience de la maladie et du traitement. Alors, une fois que j'ai ciblé mes besoins, je détermine mes objectifs, les compétences en fonction des compétences qu'on a listées précédemment, et quelles sont mes priorités, parce qu'évidemment, même si on a une grande bonne volonté, on ne pourra pas tout faire dans un atelier ou dans quelques ateliers. Enfin, la HAS nous demande d'évaluer notre action. Alors, on va faire une évaluation pédagogique. On peut aussi mesurer la valeur de l'impact, l'impact qu'on apporte, c'est-à-dire qu'on va mesurer les apports et les coûts perçus par le patient. J'en parlerai un petit peu plus tard. On peut aussi s'appuyer sur des critères cliniques, faire des questionnaires de qualité de vie, d'anxiété, dépression et ou de satisfaction. Alors, quand je rédige mon programme, que j'ai ma population, mes objectifs, mes critères d'évaluation, il va falloir que je m'intéresse aux moyens dont je dispose. Vais-je faire des ateliers collectifs ou des ateliers individuels? On sait la force du collectif. Le groupe entraîne une dynamique, entraîne des choses qui se passent, même si c'est un petit peu plus difficile à mettre en place, si c'est beaucoup plus contraignant, l'impact du groupe est énorme. On y reviendra plus tard. Vais-je faire des ateliers en présentiel? Dans ce cas-là, il faut que je prévoie un lieu, et on sait tous que dans les structures hospitalières, les salles de réunion sont une denrée rare et qu'il faut souvent les réserver 1 an à l'avance. Donc, c'est du vécu. Donc, faites attention à ça. Et on peut également faire de l'éducation thérapeutique en distanciel. Là aussi, ça demande d'être formé, d'être rodé et d'avoir une certaine expérience. Avec quelle équipe pédagogique vais-je développer ce programme? Alors, on sait tous que l'éducation thérapeutique doit être multidisciplinaire, c'est ce qui en fait sa richesse.
tous les professionnels de santé, qu'ils soient soignants ou non soignants, peuvent participer et apporter quelque chose à un programme d'éducation thérapeutique. On n'oublie toujours pas notre patient ressource ou notre patient expert et on fait attention aux disponibilités de tous ces intervenants car ils ont tous d'autres missions à côté. On utilise des techniques pédagogiques, alors les outils sont variés. Souvent, en technique d'animation, en début d'atelier, quand les gens ne se connaissent pas, on utilise des techniques qui s'appellent des brise-glaces, avec soit des photos, soit donnez-moi la couleur préférée ou présentez-vous sommairement. On fait un tour de table afin que chacun puisse s'exprimer et que l'ambiance de l'atmosphère de l'atelier puisse être posée. Plusieurs techniques d'animation sont possibles. On se base toujours sur un conducteur de séance. Avant de se lancer, on a rédigé les objectifs, les moyens et comment on allait y arriver. On garde bien en tête qu'il faut toujours être interactif. On n'est pas à l'école, on n'est pas des professeurs. On vient sans blouse, on vient comme les patients, habillés en civil. Et surtout, on essaye de ne pas parler plus que les patients. On donne la parole aux patients, même si au départ, ça les embête un petit peu de parler. Les choses vont se mettre en place et il faut que les patients interviennent. Quand je parle des patients, c'est les participants, ce n'est pas forcément les patients ressources. Mais savoir qu'un patient assiste à un atelier, ça peut aussi permettre de parler plus facilement. Tout cela doit se dérouler avec une grande écoute bienveillante. Une fois qu'on a bien rédigé son programme et qu'on veut se lancer, il faut penser au mode d'entrée parce que on a beau avoir des ateliers parfaitement pensés, conçus avec des outils très 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 forts, si on n'a personne dans nos ateliers, on va vraiment être frustré. Donc il faut penser à comment je vais recruter mes patients, comment les collègues vont m'adresser leurs patients. Enfin, une notion importante qui est celle de la coordination. Excusez-moi. Alors, il faut absolument penser à la coordination parce que je vous ai dit que l'équipe multidisciplinaire était très très occupée par ailleurs. Et donc, il faut que quelqu'un fasse la coordination en interne au sein de l'équipe, dans la structure pour résoudre un certain nombre de petits problèmes, et également en externe avec l'ARS, parce qu'un programme doit être autorisé. Enfin, maintenant, c'est une déclaration. Le programme doit être déclaré à l'ARS, et il y a un certain nombre de formalités, des bilans annuels et des bilans tous les 4 ans. Enfin, il faut faire une valorisation du travail effectué et essayer de faire savoir ce qu'on fait. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, une fois qu'on a écrit, je vais vous expliquer, nous, comment on a fait. Alors, évidemment, ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Il nous a fallu 10 ans pour arriver à notre programme SOC, dont on est très fiers, qui comprend beaucoup d'ateliers et qui comprend plusieurs axes. Alors, comment on a commencé? Évidemment, on a commencé par des petits bouts de programme. On a commencé par faire un atelier qui s'appelait Prévention des complications de la neutropénie, parce qu'on a beaucoup de patientes qui ont un cancer du sein, qui ont une chimiothérapie qui entraîne des neutropénies. Et on s'est dit, à qui va-t-on être le plus utile? À la population la plus fréquemment rencontrée dans un centre de lutte, c'est-à-dire 30% de patients ont un cancer du sein et auront une chimiothérapie. Donc, on a commencé un atelier et puis on a rajouté un autre atelier sur l'activité, sur l'alimentation et puis après l'hormonothérapie. Et une fois qu'on avait notre programme avec 3-4 ateliers, qu'on a eu un certain nombre de succès, on a créé un autre programme avec un atelier radiothérapie, un atelier sur l'activité physique adaptée, un atelier sur l'oncosexologie. Et au fur et à mesure, on a continué à incrémenter nos ateliers et au bout d'un certain temps, on a tout regroupé dans un seul programme. Alors, vous avez un programme SOC qui ne s'adresse pas qu'à des patients cancer du sein, même si c'est la majorité de notre patientèle. Dans l'axe médical, nous avons un atelier neutropénie, prévention des complications de la neutropénie, qui peut s'adresser à tout type de personnes qui reçoivent une chimiothérapie entraînant une neutropénie. On a un atelier sur l'hormonothérapie qui peut s'adresser aux patients qui ont un cancer, aux patientes qui ont un cancer du sein, comme aux patientes qui ont un cancer de la prostate. Pardon. Au niveau de la radiothérapie, on a un axe sein, un axe ORL et un axe prostate, et ainsi de suite. On a un atelier générique qu'on peut décliner dans plusieurs localisations. On a aussi des ateliers transversaux, comme les ateliers activité physique adaptée, oncosexologie, aide à l'arrêt du travail, un atelier sur le foulard pour tous les patientes qui risquent d'avoir une alopécie, les soins de peau, les soins des ongles, avec tous les produits qui sont toxiques.
Donc vous voyez, au fur et à mesure, en discutant avec les patients, en faisant remplir des questionnaires, on a vu les besoins des patients et on a créé des ateliers, toujours en parlant avec des patients, que ce soit des patients experts ou pas, ou des patients d'associations. Je pense qu'on va pouvoir passer à la diapositive suivante. Je surveille le temps. Alors, évidemment, nous avons rencontré des freins et le principal frein, c'était la méconnaissance de l'éducation thérapeutique. Alors en interne, les représentations de l'éducation thérapeutique sont assez floues. Tout le monde croit savoir ce que c'est que l'éducation thérapeutique, tout le monde pense en faire, mais en réalité, est-ce que tout le monde a bien dans sa casquette d'éducateur thérapeutique l'aspect pédagogique, l'aspect écoute, l'aspect je vérifie que ce que j'ai dit au patient, le patient l'a bien compris et que je n'ai pas juste délivré une information. Euh, il faut vérifier. Informer, c'est pas éduquer. Éduquer, c'est complètement différent. Il y a une dimension pédagogique, il y a une dimension de vérifier que ce qu'on a dit a été compris. C'est beaucoup plus utile. Voilà. Donc l'utilité, pour certains, n'est pas encore vraiment démontrée, mais je peux vous assurer qu'il y a quand même un besoin réel. Alors, au niveau de la méconnaissance, quand il existe des ateliers d'éducation thérapeutique et des programmes dans une même structure, des fois, certains professionnels de santé l'ignorent. Ils ont des patients qui pourraient bénéficier de certains ateliers, mais ils ne savent pas que ces ateliers existent. Donc, adresser les patients, c'est difficile. Alors là, c'est peut-être un problème de communication au niveau de la structure ou que les gens ne vont pas chercher l'information quand ils ont accès à une information. On peut prendre son bâton de pèlerin et aller expliquer à tout le monde, mais parfois c'est un petit peu compliqué. Donc, le problème de faire connaître ce qu'on fait, ça prend du temps. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, quand on a un programme des ateliers qui ont l'air bien conçus et qu'on pense rencontrer un succès et qu'on n'a pas assez de patients, on est un petit peu frustré. Et faire un atelier qu'on a conçu pour une dizaine de patients et ne le faire qu'avec 3-4 patients, c'est vraiment très très dommage. Donc il faut qu'on travaille à faire connaître ce qu'on fait et pour augmenter le recrutement. Enfin, il existe aussi un manque de lisibilité de l'éducation thérapeutique. Souvent, l'éducation thérapeutique il y a une confusion avec les soins oncologiques de support. C'est normal puisque les paramédicaux qui font des soins de support, les diététiciennes, les kinés, les socio-esthéticiennes, les psychologues, enfin je vais en oublier, les enseignants en activité physique, que ceux que j'oublie me pardonnent, font aussi des ateliers d'éducation thérapeutique. Donc souvent on fait une confusion. Nous mettons beaucoup de flyers à disposition des patients dans les salles d'attente pour qu'ils voient qu'ils peuvent nous contacter directement pour venir s'inscrire à un atelier. Mais cette démarche est rare parce que les patients pensent qu'ils n'ont pas la légitimité de nous contacter pour demander un atelier. Et comme le médecin ne leur en a pas parlé en consultation, ils estiment qu'ils n'en ont pas besoin. En fait, on sait tous que les consultations oncologiques sont surchargées et qu'il y a tellement de choses à dire que parfois le médecin n'a pas le temps ou ne pense pas à dire qu'il faudrait faire un atelier d'éducation thérapeutique. Certains patients qui ont des séances individuelles ne comprennent pas ou n'arrivent pas à identifier cette séance comme de l'éducation thérapeutique. Et enfin, d'autres conférences intitulées ateliers entraînent également une confusion avec les ateliers d'éducation thérapeutique. Alors la mise en œuvre, il faut que j'accélère un petit peu. La mise en œuvre est un petit peu problématique par de manque de temps dédié. Souvent, les acteurs ne sont pas disponibles et font ça sur du temps personnel ou du temps de recoupe. Les salles pour faire des ateliers collectifs, j'en ai parlé. Le ciblage des patients, là aussi, on en a déjà parlé. Une seule pathologie, une seule localisation, plusieurs localisations. Comment je contacte mes patients? On sait qu'il n'y a pas de bons de transport pour venir à des ateliers d'éducation thérapeutique. Donc, les patients qui ne sont pas autonomes et qui sont géographiquement éloignés auront du mal à se déplacer. Les patients qui sont algiques vont avoir également du mal à venir à un atelier d'éducation thérapeutique sur la douleur. Et enfin, on a rencontré, avec le Covid, beaucoup d'annulations de participation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, il y a quand même des leviers. Alors, les leviers sont visibles une fois qu'on a commencé à faire de l'éducation thérapeutique, car tout le monde s'accorde à dire que cette relation qui est différente du soin direct et qui est très personnalisée apporte beaucoup aux patients, mais pas que. Pour les patients qui passent de chirurgie à l'oncologie médicale, à la radiothérapie,
avoir une infirmière d'éducation thérapeutique ou un éducateur thérapeutique, qui n'est pas forcément infirmier, avoir un référent identifié, c'est important. Parce que quand on passe d'un service à l'autre, finalement, quel est le lien? Souvent, c'est l'éducateur thérapeutique. On sait que le patient qui prend sa décision de manière éclairée aura une meilleure adhésion à ses traitements. Le patient qui a appris des choses et qui a développé des compétences va pouvoir plus facilement modifier ses comportements et également échanger d'une manière différente avec les oncologues. Nous, nos oncologues nous ont dit que les patients avaient changé. Et on n'a pas dit aux patients de dire à l'oncologue qu'ils avaient fait de l'éducation thérapeutique. C'est écrit dans le dossier, mais tout le monde n'en a pas pris connaissance. Donc voilà, les oncologues se sont aperçus que les patients avaient changé. La notion de groupe est importante aussi. Le collectif permet la rencontre avec d'autres patients, même si ça peut être un petit frein au départ. Ça génère quand même une solidarité, une entraide, une relation en dehors du centre qui est importante pour rompre l'isolement. La satisfaction des patients n'est plus à démontrer. Et enfin, je vais en parler dans la recherche, le patient devient ambassadeur de son établissement de soins. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, je vais rebondir sur la recherche. La recherche paramédicale, on a un champ énorme en éducation thérapeutique, je vais un petit peu accélérer, et on peut développer des recherches paramédicales en éducation thérapeutique. Donc, je vais juste focaliser sur le dernier point de cette diapositive avec une patiente qui est chercheur et ses collègues, chercheurs en sciences de gestion. Nous avons développé des échelles, des mesures de la valeur perçue de l'éducation thérapeutique, afin de mesurer l'effort que les patients devaient faire pour venir assister à des ateliers d'éducation thérapeutique. On a mesuré ce que les patients ressentaient de l'éducation thérapeutique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et donc, après avoir envoyé 470 questionnaires par voie postale à 470 patientes, on en a reçu 210 d'exploitables et on s'est aperçu qu'il y avait plus de bénéfices que de coûts. Et les bénéfices des patients sont listés là sur les diapos, leur apportent beaucoup parce que ça leur permet de développer une proximité relationnelle, des relations avec d'autres personnes par rapport aux coûts qui étaient quand même assez minimes. Et on va passer à la diapositive suivante. Et l'analyse de ces questionnaires, diapositive suivante, s'il vous plaît, a permis de mettre en évidence, on va aller très très vite sur cette diapo, 3 groupes de patientes. Toutes ces patientes sont convaincues de la proximité relationnelle avec l'équipe d'éducation thérapeutique et par cascade avec toute l'équipe de la structure qui les accueille. Le premier groupe est convaincu que l'ETP a été utile pour elle-même. Le deuxième groupe n'aurait pas pu avancer sans ce soutien éducatif. Et le troisième groupe représente nos meilleures ambassadrices parce que non seulement elles vont parler de l'éducation thérapeutique, ce qu'elles ont vécu pour elles-mêmes, mais ce que ça leur a apporté dans toutes les dimensions. On va passer à la diapositive suivante. Donc, au niveau des retombées, pour les retombées, on a des retombées à 3 niveaux. D'abord pour le patient, parce que si on développe l'éducation thérapeutique, c'est avant tout pour le patient. Le patient grandit, le patient devient capable d'agir. Je vous ai parlé de l'exemple de la baisse des globules blancs. Quand le patient est en chimiothérapie, il sait mieux se comporter. Le patient a des échanges facilités avec ses oncologues, avec son entourage, avec tout le monde, et peut, par tous les modes d'action et toutes les modifications de comportement, améliorer sa qualité de vie. Et enfin, le patient porte un regard différent sur les soignants. Pour l'équipe, le fait de faire de l'éducation thérapeutique, ça développe une cohésion d'équipe. Ça renforce un sentiment d'appartenance à un groupe transversal. Ça sort les soignants de leur routine quotidienne et ça leur permet, comme disent certains, d'avoir une bouffée d'oxygène mensuelle, de faire un groupe collectif d'ateliers. Ça leur fait du bien et j'espère qu'ils font aussi du bien aux patients. Ça renforce le respect et ça porte aussi, de la part du soignant, un regard différent sur le patient. Parce que mettez-vous à la place d'un soignant qui fait un atelier devant 10 à 12 personnes, on n'a pas du tout l'habitude de ça. C'est aussi se dépasser soi-même pour apporter plus à des patients. Enfin, pour la structure, développer une offre éducative en oncologie, c'est important parce que c'est encore trop rare. Ça nous permet de créer du lien avec les patients qui très gentiment font du bouche à oreille. On est reconnu dans notre activité de prise en charge globale du patient et en plus on peut valoriser de manière scientifique au travers d'études de recherche paramédicale notre action de routine en éducation thérapeutique. Et je crois que j'ai terminé.
Diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui, merci. Hop, excusez-moi. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, c'était un petit peu trop longue. Mais c'était très bien, c'est rentré dans les temps quand même. C'est très bien, Virginie. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on va ouvrir la partie questions. Donc, n'hésitez pas. Alors, comme je vous disais, il y a une petite main en bas à gauche de votre écran si vous voulez poser une question en direct et allumer votre caméra. Bon, j'ai une première question de Fabienne Empereur. Alors, j'essaye d'ouvrir ma caméra aussi, histoire de, voilà, que ça fonctionne. Merci, en attendant que la caméra s'ouvre, merci beaucoup Virginie pour cette présentation. L'exercice n'est pas facile parce qu'en plus, il y a le temps et tout, mais tout a fonctionné. Alors, plutôt qu'une question, juste une petite remarque pour savoir si vous êtes d'accord avec ça. En fait, on pourrait dire qu'il y a 3 concepts. Il y a le concept posture éducative que tous les professionnels de santé ont. C'est une posture, on se met dans une position d'éducation pour parler des effets secondaires d'un médicament, pour parler d'un geste particulier, mais là on est dans une posture éducative, c'est notre rôle de soignant. À côté de ça, il y a le concept ETP qui, lui, répond à une définition très claire et que vous avez bien démontré tout à l'heure. Et enfin, le troisième concept, c'est le programme. C'est-à-dire que le programme, là, pour le coup, on a tous les attendus d'un programme avec une population cible, un objectif, des ateliers, etc. Est-ce que si on résume un petit peu le TP, ça vous convient, cette façon de présenter les choses? Très bien, merci. Alors, juste pour terminer, et après je laisserai la parole, en fait, je voulais lancer pour que après les gens se sentent à l'aise de lever la main. Il y a, je crois, en oncologie, et je le dis parce qu'il y a une forte audience cet après-midi, et je pense qu'on s'y retrouvera tous, toujours cette problème de confusion avec les soins de support. On n'est pas aidé, parce que l'exemple que vous avez pris au début sur le diabète, il est clair, parce que voilà, il n'y a pas la même thématique, mais en oncologie, on a la chance d'avoir des soins oncologiques de support. Et résultat, quand je vous entendais présenter votre programme et les ateliers APA, je me dis, ben, pour un patient ou pour un soignant, quand on dit à un patient, je vais vous faire de l'APA, parce que c'est très bien pour vous, parce qu'on sait que l'APA, c'est parfait pour les patients atteints de cancer, ou lorsqu'on dit, je vais vous mettre dans un programme de TP parce que vous avez tel cancer et vous allez faire de l'APA dans ce programme de TP, au bout du compte, pour le patient, il fait de l'APA, et je pense que ça peut perturber. Et c'est vrai que pour aller dans le sens de la discussion après, si la rareté, entre guillemets, des programmes de TP en oncologie, peut-être il est lié un peu à ces deux points de vue, c'est-à-dire on croit tout ce qu'on fait de l'ETP sans le savoir alors qu'on n'en fait pas vraiment, et d'un autre côté, on propose des soins de support et on sait pas de la différence avec l'ETP. Voilà. Merci Fabienne. Je vois dans l'ordre, j'ai vu une première question de Carole Ayav de Néon, si je me trompe pas. Carole, si tu veux intervenir. Oui, bonjour, merci. Alors merci pour votre présentation parce que c'était très clair et très riche et effectivement on voit que vous avez dû commencer à mettre en place des choses depuis un certain temps. Alors je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on Oui, vous oui, entend. Oui, c'est bon. On Par t'entend, contre ma Carole. caméra, je crois qu'elle ne veut pas marcher. Je suis désolée. On te voit, c'est bon. Ah c'est bon, d'accord. Parce que moi j'ai un écran noir. Moi j'avais juste une question parce que vous disiez effectivement vous êtes confronté à la problématique de effectivement l'éloignement des patients. Alors le fait aussi que quand ils viennent pour l'éducation thérapeutique, eh ben, le transport n'est pas pris en charge. Est-ce que vous avez déjà commencé à voir peut-être avec des acteurs de proximité, parce que dans le champ des maladies chroniques, l'éducation thérapeutique était dispensée par ce qui s'appelait avant des réseaux territoriaux en ville, qui maintenant, alors avec la restructuration, enfin ça s'appelle plus réseaux territoriaux, mais il y a toujours des associations qui peuvent porter et offrir des programmes d'éducation thérapeutique et qui permettraient d'être peut-être plus en proximité du lieu de résidence des patients. Alors oui, effectivement, c'est une des pistes qu'on avait envisagées avec la IETP, avec l'éducation thérapeutique en distanciel, de faire des ateliers dans des lieux, enfin non, pas faire porter les programmes par d'autres associations, mais délocaliser nos ateliers. Après, c'est un petit peu, enfin compliqué, enfin je veux pas non plus me tirer une balle dans le pied, parce que c'est toujours compliqué de délocaliser, parce qu'il faut soit qu'on se déplace, soit qu'on trouve des acteurs locaux Mmh. pour animer les ateliers.
Et j'ai des collègues, notamment des kinésithérapeutes dans le sud-ouest, qui ont essayé de faire ça, qui réussissent de temps en temps, mais de temps en temps, ça ne fonctionne pas. Donc, on balbutie. C'est une solution, c'est une piste. Il faut travailler à ça. Pour revenir sur les bons de transport, nous, avant le Covid, on avait essayé de contacter, de faire du covoiturage rose. Voilà, parce que ça aussi, on peut faire du covoiturage pour amener les patients localement si on peut pas faire les ateliers ailleurs que dans notre structure. C'est une possibilité, mais il faut mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme pour que ça fonctionne tout le temps. Ok, merci. Alors, il y avait une question dans le chat, mais je vois qu'Isabelle Suir y a répondu sur la formation à l'ETP, l'obligation d'avoir un médecin formé à l'ETP. Donc ça, c'est bon, ça a été répondu si vous voyez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bonjour. Bonjour, peut-être aborder le cas particulier de l'ETP numérique en matière d'agrément par l'ARS et en matière de financement. Alors, est-ce que ça sera peut-être plutôt... Je pense que ça sera à Isabelle Suir de Ouais, répondre. Isabelle. Oui, voilà. Donc au niveau de l'ETP à distance, l'ARS reconnaît des programmes en distanciel, y compris intégralement en distanciel. Par contre, le financement se fait comme pour tout programme ETP. Donc je vais peut-être pas rentrer dans le détail maintenant, puisque j'en parlerai un petit peu dans ma présentation et il faudra pas hésiter à me poser des questions derrière. En tout cas, nous on fait pas de distinction au niveau ARS Pays de Loire. En tout cas, c'est pas le cas partout, mais on fait pas de distinction entre ETP numérique, ETP à distance et ETP en présentiel. Merci Isabelle. Il y a une question aussi sur où on en est sur la digitalisation de vos programmes. Alors je crois effectivement qu'il y a des programmes qui sont de toute façon en numérique et il y a un projet porté par le GRAD. Je peux peut-être laisser Virginie en parler. On y travaille. Je pense que ça s'adresse au programme. Alors, en ce qui concerne les programmes de lycéo, on a pris un petit peu de retard, mais c'est de ma faute parce que j'ai eu un problème de santé. Ça arrive à tout le monde. Mais on doit lancer des ateliers distanciels prochainement. Pour le grade, j'ai la chance de participer aussi à un groupe de travail qui travaille, enfin qui essaye de relancer cette possibilité, une plateforme numérique. Et je pense que d'ici l'année prochaine, on aura peut-être déjà des pistes qu'on pourra utiliser tous dans la région. Enfin, j'espère. Parce qu'en même temps que le Covid arrivait, il y a de nombreuses sociétés qui ont avancé en parallèle sur leurs outils. Et je crois qu'il y a des choses quand même assez performantes sur le marché. Ouais, alors peut-être pour tempérer un tout petit peu ce que vous dites, docteur Berger, il y aura bien une plateforme d'animation des ateliers en distanciel. Par contre, sur la digitalisation des supports, la digitalisation des programmes, du contenu pédagogique, là, ce ne sera pas le grade qui interviendra directement. En tout cas, ce sera vraiment aux structures de travailler, je pense, sur la modification de leurs outils pédagogiques pour les rendre accessibles en distanciel. Alors, on a encore 2 questions, mais on va y répondre. On va devoir couper un moment. 2 questions sur les bons de transport. Pourquoi les patients ne peuvent pas bénéficier de bons? Première question. Donc, je ne sais pas si Virginie vous pouvez répondre ou peut-être Isabelle. Et Oui, aussi la participation des professionnels de ville. Voilà. Et après, je suis désolée, on va devoir passer à la présentation d'Isabelle. Je sais, le temps est limité. Donc juste sur les bons de transport, en fait, l'éducation thérapeutique n'est pas un acte de soin au sens de l'assurance maladie et de fait, les transports ne sont pas pris en charge pour les patients. Alors ça va peut-être évoluer, le ministère travaille sur le sujet, mais pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas prendre en charge le transport des patients. Et puis sur la participation des professionnels de ville, je vais peut-être pas répondre à cette question tout de suite puisque je vais parler un petit peu de ce que nous on met en place dans le cadre d'aide au démarrage des programmes ETP en ville dans ma présentation. Donc si je réponds pas à votre question, je vous propose de la reposer après ma présentation. On va passer tout de suite alors à l'autre présentation. Je suis désolée pour les questions qui vont arriver. De toute façon, on les aura et on vous les transmettra aux intervenants de toute façon pour qu'ils puissent vous répondre et on a vos mails de toute manière pour vous répondre. Alors, je vais départager cet écran et je vais laisser
donc Isabelle Suire de l'ARS, et je vais reproposer, alors pour ceux qui n'avaient peut-être pas entendu, peut-être le temps de les interventions, de couper vos caméras pour éviter le maximum d'interférences, et vous pouvez le rallumer pendant les questions. Voilà, je vous laisse. Bon, bonjour à tous, ou rebonjour plutôt. Donc moi je suis Isabelle Suire, je suis chargée de projet à l'Agence régionale de santé. Donc, je travaille sur l'éducation thérapeutique du patient et également sur le service sanitaire des étudiants en santé et la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de prévention et puis enfin sur la santé communautaire. Donc peut-être pour vous présenter un petit peu le cadre, Clémence, vous pouvez passer la diapo. Les agences régionales de santé donc, ont été mises en place en 2010, il y en a une par région, et leur mission c'était de mettre en place une politique vraiment globale de santé au niveau des régions. Donc quand je dis global, c'est-à-dire qu'on va travailler aussi bien sur la prévention que sur le soin, sur les accompagnements médico-sociaux, sur la santé environnementale, sur la gestion des crises et alertes sanitaires et j'en passe. Et plus précisément donc sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur l'éducation thérapeutique, donc diapo suivante. En fait, l'éducation thérapeutique a été inscrite pour la première fois dans la loi en 2009, dans la loi Hôpital Patient Santé Territoire, qui prévoyait du coup pour la toute première fois l'intégration de l'éducation thérapeutique dans le cadre du parcours de santé des patients atteints de pathologies chroniques. Et donc, dans ce cadre-là, la mission a été confiée aux agences régionales de santé d'instruire les projets de programmes ETP. Donc, instruire, ça veut dire s'assurer que les programmes respectent bien le cahier des charges national de la Haute Autorité de Santé, dont a déjà parlé le docteur Berger dans sa présentation, et puis bien sûr le respect de la réglementation en vigueur. Donc cette instruction donne lieu à une validation des déclarations de programme. On verra dans la diapo suivante qu'en fait on était sur un régime d'autorisation jusqu'en 2020 et puis maintenant on est sur un régime de déclaration. Ça implique aussi un suivi des programmes en cours, donc suivi des évaluations quadriennales des programmes et puis suivi des modifications qui peuvent intervenir au décours de la vie d'un programme. Les ARS sont également autonomes pour choisir de financer ou de ne pas financer les programmes de TP selon certains critères qui là aussi peuvent être différents d'une région à l'autre. Et en Pays de Loire, on a aussi choisi d'accompagner les acteurs de l'éducation thérapeutique, donc de les accompagner sur la mise en place de leur programme, donc du projet de programme jusqu'à son suivi, ses évaluations et ses évolutions. Et puis également un accompagnement plus régional, donc on soutient les journées régionales de l'ETP ou le webinaire par exemple, comme on peut le faire aujourd'hui. Diapo suivante, juste pour présenter très rapidement un peu le gros changement de réglementation qu'il y a eu en fin 2020, début 2021. Donc comme je disais, jusqu'en 2020, les programmes étaient soumis à un régime d'autorisation qui était assez lourd puisque en fait, tous les 4 ans, il fallait redéposer un dossier à l'ARS qui réinstruisait le projet pour redonner une autorisation de 4 ans. Depuis 2021, on est sous un régime de déclaration. Donc, si vous avez un programme ETP qui est encore sous autorisation ou un projet de programme, il faudra déposer un dossier de déclaration à l'ARS qui l'instruira. Le dossier est déjà plus léger qu'un dossier d'autorisation, mais en plus, une fois que le programme est déclaré, il n'a plus de date de fin. Donc, il n'y a plus ces renouvellements à prévoir sur tous les 4 ans. Une diapo suivante pour entrer un petit peu dans le concret de comment est-ce qu'on construit et comment est-ce qu'on déclare un programme d'éducation thérapeutique. Donc la base, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est d'avoir une équipe motivée. La réglementation impose que l'équipe comprenne au moins 2 professionnels de santé de professions différentes, dont un médecin. L'ensemble de l'équipe intervenante doit être formée à l'ETP, donc formée à un minimum de 40 heures pour chaque intervenant, et le coordonnateur du programme doit en plus suivre une formation spécifique à la coordination. C'est souvent une formation de 21 heures, mais ça peut dépendre selon les instituts de formation qui proposent ces formations. L'équipe, elle peut être aussi beaucoup plus étoffée, elle est généralement beaucoup plus étoffée que simplement 2 professionnels, donc on a d'autres professionnels de santé qui peuvent intervenir, et puis des non-professionnels de santé aussi. On a parlé tout à l'heure des patients experts, par exemple, qui interviennent de plus en plus fréquemment dans l'animation des programmes. Donc toute cette équipe, elle va avoir pour mission de co-construire un projet d'éducation thérapeutique. Donc au départ, on part sur la réflexion tous ensemble d'un pré-projet. Donc ça va être définir sur quelle pathologie on va travailler, quels patients, quelle typologie de patients vont être inclus dans ce programme. On va définir les objectifs du programme, les compétences
d'acquisition qui sont souhaitées, donc en matière d'auto-soins, en matière de compétences psychosociales. Le docteur Berger en a parlé un petit peu tout à l'heure, vraiment définir les grandes lignes du projet. Et puis également définir un petit peu le qui va faire quoi dans l'équipe. Donc on commence à réfléchir sur quels ateliers vont être mis en place en fonction des compétences et des appétences de chaque membre de l'équipe. Donc diapo suivante. Donc une fois que ce pré-projet est défini, on va vraiment rentrer dans le concret du contenu de chaque atelier thérapeutique. Donc on disait tout à l'heure, chaque atelier doit donner lieu à un conducteur de séance, donc il faut s'interroger sur quels outils pédagogiques on va utiliser, quelle méthode éducative on va mettre en place, comment est-ce qu'on va gérer les groupes de patients, est-ce qu'on fait de l'ETP en individuel, en collectif, en présentiel, en distanciel, quelle va être la durée des séances, le nombre de séances par programme, comment est-ce qu'on va les espacer dans le temps. Vraiment réfléchir au concret de comment vont se dérouler les programmes. Alors pour ça, vous pouvez avoir des outils qui sont proposés. Donc là, j'ai mis le petit logo d'OncoPL puisque tout à l'heure, on vous présentera le kit méthodologique qui a été réalisé en Pays de Loire et qui reprend ces grands axes et les trames possibles pour mettre en place des ateliers d'éducation thérapeutique. Et puis également, en parallèle, il y a un accompagnement possible par l'Agence régionale de santé, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ça peut être un accompagnement financier, notamment je pense aux aides au démarrage qu'on peut accorder pour les programmes, alors que nous on appelle programme de ville, c'est-à-dire tout programme qui n'est pas porté par une structure hospitalière peut bénéficier d'une aide au démarrage pour financer une partie de la formation des professionnels, une partie du temps d'ingénierie qui est mis à la construction des projets et puis financer l'inclusion des premiers patients aussi dans les programmes. Ça peut être un accompagnement financier ponctuel aussi pour toute structure porteuse, cette fois-ci sur un besoin particulier, un projet un peu innovant. Voilà, toutes les demandes peuvent être soumises à l'ARS et après c'est arbitré en fonction de la ligne financière dont on va disposer. Et puis également un accompagnement plus administratif sur toutes les questions que vous pouvez vous poser au cours du montage du projet ou au cours de la vie de votre programme ultérieurement, les problématiques que vous pouvez rencontrer par rapport au dossier de déclaration. Enfin, voilà, faut pas hésiter à nous solliciter au niveau ARS. On est vraiment là pour vous aider, essayer de vous faciliter la tâche. Donc, une fois que tout ça est fait, en fait, il y a un dossier de déclaration qui est à déposer auprès de l'ARS. Donc, ce dossier, c'est un peu une synthèse en fait de votre projet. C'est un dossier type qui reprend les grandes lignes d'un projet ETP, qui peut être soit déposé en ligne sur le site Démarche Simplifiée, soit envoyé en version papier par courrier recommandé à l'ARS. Donc, voilà, diapo suivante. Donc, une fois que le projet a été déclaré, l'ARS a un délai de 2 mois pour le valider. Donc, si c'est validé, vous recevez un récépissé qui valide officiellement sa déclaration. Sinon, on peut potentiellement vous demander des pièces complémentaires ou des précisions s'il y a des choses qui nous posent question. Ensuite, les évaluations restent un impératif réglementaire. Donc, les impératifs réglementaires, en fait, c'est de s'assurer tout au long de la vie du projet, enfin du programme en l'occurrence, qu'il respecte bien le cahier des charges national et de réaliser une évaluation tous les ans. Donc, c'est une auto-évaluation qui est faite par l'équipe intervenante. L'objectif, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné dans l'année écoulée, à la fois côté patient, les retours que vous pouvez avoir des questionnaires de satisfaction ou des retours individuels des patients, et puis côté équipe intervenante, voir entre nous ce qui a bien fonctionné, ce qui a mis les intervenants plus en difficulté, et trouver des pistes d'amélioration pour que le programme réponde au mieux aux attentes des patients. Et puis une obligation réglementaire également qui est l'évaluation quadriennale. Donc l'évaluation quadriennale, elle doit être transmise à l'Agence régionale de santé. Et donc son objectif, en fait, c'est vraiment pour nous de mettre à jour la base de données descriptive des programmes qu'on peut avoir. Donc l'idée, c'est pas forcément de faire un suivi d'indicateurs très précis. Ça, le suivi d'indicateurs, il va plus vous servir à vous pour faire évoluer votre programme de la façon la plus pertinente possible. Côté ARS, ce qui importe pour nous, c'est de savoir quelles ont été les grandes évolutions dans les 4 années passées. Donc, par exemple, quels ont été les changements dans l'équipe intervenante? Est-ce qu'il y a eu des ateliers qui ont été modifiés, des ateliers qui ont été éventuellement ajoutés ou au contraire enlevés s'ils ne répondaient pas à un besoin exprimé par les patients? Et puis, quels objectifs vous avez éventuellement dans les 4 années à venir?
Donc, sachant que sans attendre ces évaluations quadriennales, il y a 3 modifications qui sont à déclarer immédiatement à l'ARS si elles surviennent à un moment de la vie de votre programme. C'est le changement de coordonnateur. Il faut qu'on ait une base de données des coordonnateurs qui soit toujours à jour au temps T. Les changements d'objectifs majeurs du programme. Donc, par exemple, le docteur Berger vous a présenté le programme socle tout à l'heure. Si vous avez un programme un peu plus ciblé sur une pathologie ou un type de patient et que vous souhaitez l'élargir à un programme socle, il faut en informer l'ARS. Et puis sur les sources de financement, c'est surtout si vous bénéficiez soit ponctuellement, soit de façon plus pérenne d'un financement par une structure privée, il faut aussi en informer l'ARS puisque nous, on a pour mission de s'assurer qu'il n'y a pas risque de publicité déguisée ou explicite et de contact direct entre le financeur privé et le patient. Donc justement, on peut passer à la diapo suivante sur les financements des programmes. Alors je vais être très très bref, mais il ne faudra pas hésiter à me poser des questions après la présentation. Donc on a différentes sources de financement et différents partenaires qui sont mobilisables autour de l'éducation thérapeutique. Au niveau de l'Agence régionale de santé, on a le Fonds d'intervention régional, le FIR, qui va servir à financer en fait les programmes qui sont réalisés pour des patients non hospitalisés. Pour les patients qui suivent de l'éducation thérapeutique au cours d'un séjour hospitalier, que ce soit en hôpital de jour ou en hospitalisation complète, les financements sont inclus en fait directement dans le séjour des patients, donc via les GHS ou les DAF selon les structures porteuses. On peut avoir aussi parfois des appels à projets nationaux. C'est souvent dans le cadre des stratégies nationales. Donc, par exemple, dans le cadre de la feuille de route cancer, potentiellement, il y a des appels à projets qui peuvent soit être spécifiques sur l'éducation thérapeutique, soit être plus larges et inclure des axes ETP. On peut avoir des fondations parfois qui lancent aussi des appels à projets. On peut avoir, comme je le disais, des financements privés. C'est pas du tout interdit par la réglementation. La seule chose, c'est qu'il faut bien faire attention à ce que les logos, par exemple, du labo qui va financer ou du fournisseur de matériel médical n'apparaissent pas sur les documents qui sont remis aux patients et qu'il n'y ait aucun contact direct entre le labo et les patients qui vont suivre le programme. Et puis, on peut avoir des partenariats qui sont mis en place avec des associations, j'ai cité les collectivités parce que, par exemple, on parlait des problèmes de salles tout à l'heure. Les collectivités peuvent être mises à contribution pour fournir des salles de réunion ou pour ouvrir, par exemple, des temps dédiés dans les gymnases pour de l'activité physique adaptée. Enfin, voilà, on peut avoir différents partenariats possibles. Et puis, j'ai quand même mis un petit point d'alerte sur cette diapo sur le fait que la validation d'un programme par une ARS ne vaut pas son financement. On a vraiment une différenciation qui est faite entre la validation d'un programme qui repose sur le respect du cahier des charges national et puis les critères de financement qui vont être différents d'une ARS à l'autre. Donc, si j'ai le temps pour terminer, j'ai fait un petit focus sur le TP en région. Donc, je vais être très 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 bref parce que l'idée, c'est quand même de laisser du temps pour les questions. Simplement pour dire qu'en région, aujourd'hui, on est à presque 280 programmes ETP qui sont en fonctionnement, donc qui intègrent des patients chaque année, dont environ une vingtaine de programmes qui concernent le cancer. Et donc juste ma toute dernière diapo sur le cancer, on voit que c'est une thématique qui est quand même bien représentée dans les programmes en région, puisque historiquement le TP c'était maladie cardiovasculaire, diabète, donc c'est les deux thématiques qui ressortent en premier. Et puis ensuite on retrouve maladies neurologiques et cancer dans les thématiques les plus représentées en région sur les programmes. Voilà, donc je vous remercie et puis je vais laisser la place pour les questions. Juste un petit point sur la dernière diapo, je vous ai mis l'adresse mail générique éducation thérapeutique de l'ARS, donc il ne faut vraiment pas hésiter à me contacter si vous avez des questions sur le montage de votre projet ou des besoins d'accompagnement spécifiques. J'essaie de répondre toujours dans les meilleurs délais. Voilà, je vous laisse la parole pour les questions s'il y en a. Merci beaucoup Isabelle pour votre présentation. Alors, je vois qu'il y a déjà une première question dans le chat de Blandine Labbé. Donc, pourquoi les pratiques des ARS sur le TP sont différentes selon les régions, alors que les problématiques et besoins des patients sont similaires? Alors en fait, il y a deux choses. Il y a sur la labellisation des programmes ETP, donc là on regarde le cahier des charges et
la définition va être la même d'une région à l'autre. Après, sur les financements, en fait, chaque ARS est libre dans l'utilisation du fonds d'intervention régional. C'est un choix qui a été fait par le ministère national. Donc, du coup, on va mettre des priorités qui sont potentiellement différentes et qui sont d'ailleurs différentes d'une région à une autre pour répartir l'enveloppe qui va être dédiée à l'ETP. Donc, c'est vraiment dépendant du projet régional de santé qui est à la main de chaque ARS. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Clémence, il y avait la question de Monsieur Guy Minot, je crois, sur laquelle Isabelle voulait répondre, notamment sur la participation des professionnels de ville. Oui, c'est vrai. Alors, sur les professionnels de ville, en fait, c'est un objectif de notre projet régional de santé de développer l'ETP en ville. Alors, quand on parle d'ETP en ville, nous, on est assez large, hein. C'est ville, ça veut dire hors structure hospitalière, puisqu'aujourd'hui, on est à plus de 90% des programmes ETP qui sont portés par des structures hospitalières. Donc, l'idée, c'est d'essayer de les développer à proximité des lieux de vie des patients. Donc pour ça, j'ai parlé des aides au démarrage. On peut avoir d'autres aides ponctuelles sur des projets particuliers. Donc voilà, il n'y a pas de politique vraiment ciblée sur un type de professionnel ou un type de structure porteuse de programme. C'est plutôt dans l'accompagnement qu'on va apporter aux structures ou aux professionnels qui ont des projets, qu'on va essayer d'être le plus aidant possible pour les professionnels de ville. Donc vraiment, si vous avez un projet, faut me contacter et puis on va voir ensemble comment on peut travailler en commun en fait. Oui, alors juste pour compléter ma question. Donc il y a quelques années, on avait essayé de développer les programmes, les formations ETP dans la région avec d'autres URPS. Et en fait, depuis les CPTS se développent, les MSP. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une CPTS propose un programme ETP spécifique à son territoire? Alors sur les CPTS, pour l'instant, on a un petit différent, on va dire, avec l'interprétation des textes qui est faite au niveau national. Puisque en fait pour le ministère, en tout cas à l'heure actuelle, une CPTS ne peut pas être porteuse de programme puisqu'elle ne peut pas être effectrice de soins. Sauf que l'interprétation qu'on a, nous, au niveau ARS, c'est que l'éducation thérapeutique, c'est pas un soin au sens où l'entend l'assurance maladie. Et d'ailleurs, on disait tout à l'heure que les bons de transport, justement, sont pas pris en charge puisque on n'est pas dans le cadre d'un soin. Donc, les ARS aujourd'hui souhaiteraient que les CPTS puissent être porteuses de programmes d'éducation thérapeutique. Pour l'instant, on n'est pas autorisé à labelliser des programmes qui seraient portés par une CPTS. Donc il y a un petit flou aujourd'hui à ce niveau-là. Je pense que ça va se régler prochainement et que les Donc CPTS il faudrait, pourront être porteuses. dans l'état actuel de la réglementation, il faudrait que par exemple un hôpital local porte le programme et que la CPTS se rattache à ce programme. Voilà, que la CPTS s'y rattache. Aujourd'hui, l'autorisation ou la déclaration de programme va être donnée à une MSP ou à un hôpital de proximité, pas à la CPTS, même si dans les faits, ce sera la CPTS qui coordonnera le programme. D'accord. Merci. Alors, il y avait une question. Ouais, Isabelle Oui, il y avait une question déjà qui était posée. Oui, sur les programmes conseils portés par CPTS qui avait été posée, mais du coup, elle a été répondue du coup ici. Alors, il y avait aussi la structure libérale. Alors, je ne sais pas si ça peut être porté. Donc oui, je vous laisse peut-être répondre, Isabelle. Qu'est-ce qu'on entend par structure par une MSP Alors en oui, tout cas. pour un petit peu une MSP, il n'y a pas de problème. Une structure libérale, si elle est constituée en association, par exemple, il n'y aura pas de souci. Après, un professionnel isolé ne pourra pas être porteur d'un programme. Il faudra qu'il crée une association avec l'équipe, notamment pour pouvoir bénéficier des financements derrière. Donc après, c'est des petits montages plutôt juridiques en fait à mettre en place pour coordonner les acteurs de l'ETP. Mais on le voit sur des kinés qui se mettent ensemble pour monter des programmes, par exemple l'ETP, ça se fait. Je continue de lire les questions, Isabelle. Donc là, il y a une question sur la liste des zones géographiques où se font déjà des ETP. Alors, on va y revenir tout à l'heure, mais il y a déjà
un annuaire des programmes ETP, enfin de tous les programmes ETP proposés sur le site de l'ARS et nous avons créé justement un annuaire des programmes ETP spécifiques cancéro qu'on va vous présenter juste après. Mais après, c'est pour le détail des zones géographiques, ça je ne sais pas s'il y a en détail, mis à part la structure porteuse et où ça se porte. Je ne sais pas Isabelle si c'est des éléments qui... Non, on aura la liste effectivement qui sera ciblée sur la structure porteuse de l'autorisation ou de la déclaration du programme. Par contre, on n'aura pas l'information sur la zone de recrutement, on va dire, des patients. Là, c'est vraiment chaque coordonnateur de programme qui est libre dans la définition de la zone géographique d'intervention de son programme. Est-ce que du coup, dans une autre question qui est posée, est-ce qu'on peut, l'ARS Pays de la Loire peut porter des dossiers portés par d'autres régions, voilà, peut-être des programmes. Alors, ce que je lis, je pense à une association de patients proposant un programme numérique dont par définition sans frontières. Voilà, peut-être des programmes interrégionaux. Est-ce que ça existe? Alors là, la réglementation est claire sur les programmes interrégionaux. En fait, dès lors qu'un programme intègre des patients qui sont domiciliés dans une autre région, l'autorisation de programme ou la déclaration aujourd'hui de programme doit être déposée auprès de toutes les ARS concernées. Donc c'est vrai qu'on a le cas sur les programmes maladies rares plutôt, où effectivement c'est des programmes qui sont souvent en distanciel et qui vont concerner des patients de différentes régions. La déclaration doit être déposée auprès de toutes les ARS de toutes les régions. C'est contraignant, c'est compliqué parce que toutes les ARS ne vont pas forcément demander les mêmes pièces justificatives derrière et vont pas avoir les mêmes règles de financement après des patients intégrant un programme, mais c'est une obligation réglementaire. Merci Isabelle. Et du coup, alors une autre question, deux dernières questions en tout cas sur les HAD, est-ce que ça peut porter, alors je peux porter un programme là. Oui. Oui, une HAD peut tout à fait porter un programme de TP, il n'y a pas de souci. Et est-ce qu'il Et peut peut-on déclarer plusieurs? Oui, c'est tout à fait possible de déclarer plusieurs programmes. Au niveau ARS, ça ne posera pas de problème. Après, c'est d'avoir la disponibilité au niveau des équipes pour faire vivre différents programmes, puisque c'est quand même malgré tout assez lourd dans la coordination d'un programme, dans sa gestion, ne serait-ce que logistique pour organiser les séances, recruter les patients. Donc voilà, c'est vraiment aux équipes de voir si elles ont les épaules pour porter plusieurs programmes ou pas, et s'il y a la file active de patients suffisante aussi pour alimenter plusieurs programmes. Mais sur le principe, ça pose pas de souci. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup Isabelle. Si vous avez d'autres questions, comme je vous disais, le mail de Isabelle s'affiche à l'écran. De toute façon, on vous transmettra tous les diaporamas. Ils seront disponibles sur le site avec le replay. Donc n'hésitez pas à recontacter soit Virginie Berger ou Isabelle Suire si vous avez des questions complémentaires par la suite, suite à leur intervention. Alors, nous allons passer à la dernière présentation. Hop, sur le kit ETP. Alors, je pense que là, vous voyez mon écran. Du coup, pour cette dernière intervention, donc je vais vous présenter. Donc, je suis Clémence Guillot, chef de projet au réseau, enfin au DSRC OncoPL. Je vais vous présenter le kit ETP en cancérologie qu'on a élaboré au sein de notre réseau, au sein de la région, avec l'aide de professionnels de la région Pays de la Loire, dans un objectif de faciliter la mise en œuvre de l'ETP en cancérologie. Je vais vous expliquer un peu d'où est venue un petit peu cette idée de kit, en tout cas cette proposition de kit. Mais avant, petite précision sur OncoPL très rapidement pour préciser pour certains ou faire des rappels. OncoPL est un dispositif spécifique régional du cancer en Pays de la Loire. Donc, chaque région de France dispose d'un DSRC. Nous sommes une association loi 1901, labellisée par l'Institut national du cancer et reconnue par l'Agence nationale de santé. Et la finalité de notre réseau, de notre dispositif, c'est de garantir aux patients atteints de cancer de notre région un accès égal à des soins de qualité, quel que soit le lieu et la structure de prise en charge. Donc vraiment par notre rôle de facilitateur de la coordination en cancérologie, notre objectif est vraiment de pouvoir apporter un appui méthodologique aux professionnels de notre région afin de construire avec et pour eux des projets, des outils qui ont pour une finalité d'améliorer le suivi, la prise en charge des patients atteints de cancer
en région. Tous les outils qu'on va créer au sein de notre DSRC, donc OPL, vont être disponibles sur notre site internet, notamment dans la rubrique outils. Donc tout est disponible en libre accès gratuitement. On a également des annuaires, donc voilà, tout ce qu'on va produire est sur notre site internet qui a été construit en tout cas comme une boîte à outils de tous nos outils. Pour revenir sur l'éducation thérapeutique, donc OncoPL avait créé en 2017, un programme régional pour les patients atteints de cancer traités par anticancéreux oraux. Donc ce programme avait été construit dans l'idée d'être une proposition de contenu. Donc des patients et des professionnels de la région avaient participé à l'élaboration de ce programme. L'idée, c'était de pouvoir proposer du contenu à des professionnels qui souhaitaient élaborer des programmes sur cette thématique en prenant tels quels les outils et les conducteurs d'atelier ou en s'appropriant les animations et en façonnant leur propre programme. Donc, trouvait dedans un guide utilisateur avec différents éléments, notamment des informations sur la déclaration et la demande d'autorisation à l'époque de l'ARS, la mise en œuvre, l'évaluation. Et on avait des conducteurs d'atelier, des supports et outils pédagogiques. Donc, comme je vous disais, c'était vraiment un appui pour mettre en place un programme. Mais finalement, au fil des années, on s'est rendu compte que ça pouvait répondre à certains besoins de patients, de professionnels, mais pas forcément aux besoins et attentes de chaque professionnel. Donc, on s'est dit, bah voilà, on a voulu revoir un petit peu ce programme en complète. Et en parallèle, différents constats, en tout cas depuis 2017, ont pu être observés. Tout simplement déjà une évolution de la pratique de l'ETP de manière générale, mais également en cancérologie, avec une évolution et une montée en tout cas de programmes et puis tout simplement l'évolution aussi des prises en charge en cancérologie. Et en plus de ça, comme l'a évoqué tout à l'heure Virginie Berger, la stratégie décennale de lutte contre le cancer qui intègre dans sa feuille de route à nouveau et en tout cas par des actions assez ciblées l'amélioration de l'information des patients à ces temps forts de TP et la mise en place de programmes de soins de support et de TP pour limiter les facteurs de risque et qui a été intégré également dans la feuille de route ARS Pays de la Loire 2021-2025. Donc, un petit peu dans tous ces éléments-là, suite au projet, on s'est dit, voilà, on a quand même des outils créés par Oncoplet, des outils riches avec des conducteurs d'animation. Et on s'est dit, pourquoi pas s'en ressaisir et peut-être le mettre à jour et peut-être le réadapter à différents besoins. Donc, notamment sur la forme, mais également sur le fond. Et pour le fond, il fallait peut-être un peu prendre la température des pratiques de l'ETP en Pays de la Loire. C'est pour ça qu'on a, l'année dernière, on a réalisé un état des lieux régional qui a pris la forme d'un questionnaire d'enquête qui était axé vers les professionnels médicaux et paramédicaux des établissements de santé autorisés de la région. Donc ça a été un choix de cibler sur les structures pour pas trop nous éparpiller parce que déjà c'était assez dense aussi en termes de professionnels touchés. Voilà. Donc on a pu les interroger sur différents éléments, leur intérêt à l'ETP, la formation, la pratique de l'ETP en cancérologie, les freins, les besoins. On a eu un taux de retour de 7%, donc à peu près 190 répondants. Et ce qu'on a pu observer un petit peu en synthèse des résultats, tout d'abord, on a vu un fort intérêt vraiment pour cette pratique. Alors, vous me direz, effectivement, les personnes qui ont répondu à cette enquête, tout simplement étaient peut-être intéressées effectivement par la thématique pour y répondre. Mais en tout cas, on a vu effectivement pas mal de personnes aussi qui n'étaient pas forcément formées ou qui étaient formées mais sans programme, qui mettaient en avant aussi du coup les effets bénéfiques chez le patient, l'effet bénéfique de cette pratique. Qui a été évoqué tout à l'heure par Virginie Berger. Et également, on a vu aussi des besoins en cancérologie qui ont été évoqués sur certains types de traitements. Je pense notamment à l'hormonothérapie qui a été évoquée ou également à différents, sur des cancers un peu types comme le cancer de la prostate qui me vient en tête. Et on a vu également des freins. Alors là, à plusieurs niveaux. Donc, je vous les ai listés comme ça, mais voilà, des choses un petit peu indépendantes de nous, Oncopel, dans lesquelles on pourrait pas agir, mais en tout cas du côté des patients, de la part des professionnels, justement l'accès aux structures qui a été évoqué, l'adhésion au programme, le manque de temps, le manque de personnel qui va avoir aussi un impact sur la formation et sur la création de programmes. Également, il a été évoqué tout à l'heure, un manque d'informations sur ce qui existe dans la région, mais des fois même au sein même de son propre établissement. Un besoin de sensibiliser les autres professionnels à cette pratique pour adhérer au mieux les patients au programme, les faire connaître, et puis après des besoins un petit peu spécifiques comme j'ai besoin de construire un programme, j'ai besoin de déclarer mon programme à l'ARS, c'est assez chronophage, c'est lourd administrativement, la mise en œuvre. Donc voilà un petit peu ce qu'on a pu
recenser et puis retourner d'un petit peu de cet état des lieux. Du coup, voilà, on a envisagé des perspectives, on a constitué un groupe de travail suite à cet état des lieux. Certains professionnels ont été volontaires pour participer à un temps d'échange et un temps de travail sur des éléments. Donc, la première était de pouvoir proposer un annuaire des programmes ETP de la région qui sont ouverts aux patients atteints de cancer. Donc, je vais vous le présenter juste après. Mais voilà, l'idée, c'était pour au moins avoir un listing de ce qui se fait et où ça se fait. D'organiser un temps de sensibilisation et d'information autour de l'ETP en cancérologie. C'est aujourd'hui c'est pour ça qu'on a organisé ce webinaire dédié à ce temps-là. Et enfin, de construire une boîte à outils, un kit ETP en cancérologie, voilà, pour être d'avoir une aide à l'information, une aide à la déclaration d'un programme, mise en œuvre des étapes, construction des ateliers, en s'appuyant justement sur le contenu du programme Oncoplet. Et tout ça a pu être mis à place, pu être réalisé grâce à un groupe de travail régional, comme je vous le disais, dont faisait partie Virginie Berger, mais je vois également qu'il y a des personnes qui sont présentes aujourd'hui qui faisaient partie de ce groupe, et évidemment aussi à Isabelle Suir, donc référente ETP à l'ARS Pays de la Loire. Donc cette proposition de kit, comme je vous disais, était dans l'objectif, en tout cas, on l'a pensé selon les besoins et des attentes des professionnels. Donc, on a réparti quatre types d'attentes, à partir de laquelle nous avons essayé de proposer des supports d'information, des supports un petit peu pratiques pour aider dans cette étape-là. Donc, tout d'abord, un souhait d'information sur l'ETP. On a vu parfois aussi qu'il y avait une méconnaissance de l'éducation thérapeutique, un besoin d'information. Donc, on a proposé une fiche d'information dédiée à l'ETP avec quelques éléments sur la cancérologie. Et également, comme je vous l'évoquais, un annuaire des programmes ETP en cancérologie. Un besoin aussi sur la construction, mais surtout sur la déclaration du programme ETP à l'ARS. Alors, ce qu'on a proposé, c'est de faire justement un logigramme avec les étapes un peu clés de cette déclaration ARS, donc de la construction à comment je déclare, quelles sont mes possibilités, qu'est-ce qui se passe et comment j'évalue mon programme. Un peu, voilà, une présentation aussi des étapes de mise en œuvre d'un programme. Elle est un peu plus loin que les présentations des 4 étapes identifiées par l'HAS. Donc, pareil, nous avons proposé un logigramme avec des liens vers des supports pédagogiques. Vous verrez que tous les outils qui ont été pensés, qui ont été créés sont en lien à chaque fois. Donc, il y a des liens interactifs qui se font entre tous ces outils-là. Le besoin amène le besoin. Donc, l'idée était vraiment de faciliter en tout cas la lecture des professionnels et vraiment faciliter votre recherche sur l'ETP. Et un dernier besoin sur les besoins de contenu et supports pédagogiques. Et là, on s'est réinspiré et on a remis à jour les supports pédagogiques issus du programme Oncoplet. Donc pour démarrer, nous avons d'abord cette première partie sur l'information sur l'ETP en cancérologie. Donc on a cette première fiche d'information, donc c'est une fiche en A4, donc de 4 pages, où on va retrouver les éléments généraux de l'ETP. Qu'est-ce que l'ETP par sa définition, par la définition de l'OMS et l'HAS, l'intégration de la stratégie décennale, les indispensables de l'ETP, on va rappeler le programme, de quoi il se constitue, à quoi il sert et comment il se définit, la formation à l'ETP avec ses rôles intervenants, coordonnateurs, de quoi j'ai besoin comme formation, et également la mise en œuvre de l'éducation thérapeutique avec nos 4 grandes étapes, en tout cas clés, qui sont mentionnées, qui sont en tout cas par l'HAS et qui sont détaillées par la suite. Et en dernière page, nous avons souhaité, alors si je vous voyez ma petite souris, on a souhaité sur cette fiche mettre en lien de l'information sur ce qui existe en ETP en Pays de la Loire. D'une part vers tous les programmes ETP, toutes pathologies confondues, et deuxièmement vers notre annuaire des programmes ETP pour les patients atteints de cancer, ouvert aux patients atteints de cancer, qui est en lien. Vous verrez que, là je vous montre rapidement, mais vous verrez qu'il y a des petits personnages avec « Je souhaite mettre en œuvre mon programme ETP ». Tout ça vous permet de cliquer dessus et d'accéder au logigramme en question. Donc là, si je clique dessus, j'arrive au logigramme de mise en œuvre ETP. Si je reviens en arrière, pareil, je veux m'informer sur le programme ETP, je vais sur le logigramme, comment déclarer mon programme ETP à l'ARS. Pour l'annuaire, on a appelé première lecture des programmes ETP ouverts aux patients atteints de cancer. Donc voilà un petit peu sa mise en forme. Il est très simple. L'objectif n'était pas d'avoir quelque chose de trop compliqué. Et comme il s'appelle première lecture, l'idée c'était de pouvoir lister l'ensemble des programmes existants, pas spécifiques cancéro, mais vraiment auxquels les patients atteints de cancer peuvent participer. Donc on va avoir des choses cancéro, donc vraiment dédiées pour un type de cancer ou un type de traitement, mais également des programmes transversaux auxquels les patients de cancer peuvent intégrer. Donc on va retrouver différents éléments selon la recherche, le nom du programme, le type de cancer éventuellement ciblé, le type de patient, la structure porteuse,
l'ouverture du programme, ouverture ou pas à tout patient, à patient en hospitalisation, le responsable du programme. Et nous avons mis pour chaque programme de l'information détaillée, dès que c'était possible, pour pouvoir aider les professionnels et potentiellement les patients s'ils souhaitent, enfin en tout cas ils peuvent accéder à cet annuaire, mais en tout cas c'est surtout pour donner de l'information, pour aller chercher plus loin et voir un peu plus en détail ce que propose ce programme. Donc ça, ce programme, cet annuaire, pardon, son objectif est d'être une première lecture et nous allons essayer de le mettre à jour au minimum, enfin au moins une fois par an. Après, nous travaillons avec Isabelle Suire, donc qui m'a aidé en tout cas sur ces programmes-là, et les coordonnateurs qui ont été évidemment informés de cet annuaire et avec qui nous essayons en tout cas de mettre à jour voilà, au maximum ces programmes. En tout cas, je vous invite fortement à aller le voir, le consulter. Je vous montrerai un petit peu le lien pour y accéder. Sur l'aspect construction et déclaration d'un programme, donc nous avons proposé un logigramme, comme je vous disais, des étapes pour déclarer un programme ETP à l'ARS. Donc on va retrouver la partie construction au début en première partie, en première étape, avec notre coordonnateur et notre équipe éducative et qui doivent construire leur programme. Donc voilà des liens vers Je souhaite des contenus pédagogiques. On va accéder au contenu proposé par Oncopel, en tout cas dans le cadre d'Oncoplet. Et ensuite, on va avoir cette partie déclaration à l'ARS. Quelles sont mes possibilités? Voilà. Donc à chaque fois, on a tout ce petit parcours et vous verrez que tous les éléments soulignés vous permettent d'accéder à de l'information complémentaire ou à l'outil à utiliser pour réaliser cette étape. Donc vraiment, ces logigrammes ont été pensés pour être le plus facilitant possible, comme je vous le disais. Donc on va arriver jusqu'à la mise en œuvre et à l'évaluation du programme. Pour la connaissance des étapes de mise en œuvre d'un programme, nous avons également proposé un logigramme. Donc, on retrouve dans ce cadre de ce schéma logigramme notre coordinateur et notre équipe éducative formée. Et là, ce qu'on a souhaité proposer, c'est un schéma en 2 temps avec le patient dans un premier temps en bleu, avec ces étapes un peu plus détaillées, un peu plus pratico-pratiques, et en regard, les étapes à réaliser par l'équipe éducative en parallèle. Donc on va avoir, par exemple, si je prends l'exemple 1, informer le patient sur le TP et lui proposer un accompagnement, on va avoir des éléments qui vont être soulignés, qui vont permettre de réaliser en tout cas ou de faciliter la réalisation de cette étape avec des notices d'information, et vous allez, en cliquant dessus, accéder directement à l'outil en question. Et voilà, et donc ensuite, différents éléments qui vont se succéder. Et enfin, en dernière partie, le besoin en contenu et support pédagogique. Donc, comme je vous disais, donc on a des conducteurs d'ateliers et des outils pédagogiques. Donc ça, c'est ceux du programme Oncoplet qu'on a revu. Donc voilà, je vous ai mis un exemple d'une capture d'écran d'un des conducteurs qu'on a revu. Je vous rappelle, ce programme est dédié, qui est spécifique aux thérapies orales. On va retrouver 3 conducteurs donc dans ces outils-là. Donc, un premier qui va être plutôt sur comprendre la maladie et son traitement. On va y retrouver 3 séances. Un conducteur numéro 2 sur la gestion des effets secondaires. Et enfin, un troisième conducteur sur la vie avec la maladie. On va retrouver 3 séances. Donc ça, vraiment, c'est avec des outils d'animation qui sont associés, auxquels vous pouvez tout à fait bénéficier si vous le souhaitez, si cela vous correspond. Tous ces outils, alors je fais exprès de vous les présenter pour le temps aussi, de vous les présenter rapidement, mais tous ces outils sont disponibles, alors je le précise, gratuitement sur notre site Oncopl, rubrique outils sur la page Kit ETP en cancérologie. Je vous invite vraiment à aller visionner tous ces outils-là, et je vous ai fait quelques captures pour vous présenter un petit peu l'aspect de cette page-là. Vous allez retrouver un petit peu, comme je vous disais, un peu nos 4 besoins un peu identifiés, avec un système de petits éléments en accordéon que vous pouvez ouvrir. Donc voilà, si je clique sur « Je souhaite de l'information sur le TP », vous allez retrouver notre fiche d'information, donc avec sa petite capture, l'annuaire des programmes ETP. Vous pouvez cliquer dessus et vous accéder à l'outil en question. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous y rendre. Pour l'aspect contenu pédagogique, donc on va mettre à disposition des modèles en diagnostic éducatif, donc guide d'entretien, synthèse diagnostique, bilan de séance, animateur patient, évaluation finale. Nous mettons pour la partie contenu pédagogique, support, conducteur, pardon, on vous met un aperçu en tout cas des conducteurs, et ce qu'on vous propose, c'est de nous contacter via un formulaire de contact, enfin de demande qu'on a intégré à cette page, pour pouvoir sélectionner selon vos besoins les outils qui vous conviennent, et puis on vous transmettra dans les brefs délais les supports attendus, vraiment sur l'aspect thérapie orale le plus possible pour vous faciliter en tout cas la mise en œuvre d'éducation thérapeutique.
Voilà un petit peu pour cette présentation sur ce kit ETP. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions en tout cas sur ce kit ou sur d'autres éléments que j'aurais pu aborder ou peut-être d'autres présentations? Pas de questions. Oui. Fabienne, dis-moi. Vas-y. Oui, non, mais je vois que Carole a levé la. Alors, je vais laisser parler Carole, c'était pour lancer la conversation. Carole. Bon, merci Clémence, c'était très clair et très intéressant. Dans les résultats de l'enquête, là, vous avez, il y avait des problèmes de communication et de visibilité sur les programmes ETP. Alors, je pense qu'il y a des organisations qui sont très différentes d'une région à une autre. Par exemple, nous, dans le Grand Est, on a ce qui s'appelle un espace ressources éducation thérapeutique Grand Est, et c'est eux vraiment qui se chargent de référencer tous les programmes d'éducation thérapeutique avec une cartographie, un moteur de recherche, etc. Donc ça, alors, avant que ce soit Grand Est, au départ, il y avait l'ARS Lorraine qui avait mis en place une structure, puis après, quand c'est devenu Grand Est, voilà, c'est devenu l'espace ressources. Et en tout cas, il y a le soutien de l'ARS, il y a aussi l'IREPS qui soutient cet espace ressources. Et c'est vrai qu'eux, ils ont plus des missions sur la partie accompagnement méthodologique, mais alors quelle que soit la thématique, et après, ils vont aller rechercher. Par exemple, là, ils vont venir nous rechercher, nous, pour la partie sur la thématique cancer. Alors c'est vrai que sur la partie annuaire et tout ça, nous, on s'occupe pas du tout de ça parce que c'est quelque chose qui existe par ailleurs. Alors, j'ai vu en plus C'est pas le cas chez vous peut-être. Si, alors je vais peut-être voir qu'Isabelle a allumé sa caméra et j'ai vu une. Alors justement, je vais peut-être laisser peut-être Isabelle expliquer et montrer le lien qu'on a fait avec notre annuaire à nous, peut-être. Oui, donc sur la partie annuaire et cartographie, on a un outil qu'on est en train de mettre en place qui est monetp.fr, qui est un site qui a été développé par la région PACA à l'origine, qui est un site à la fois grand public et à destination des professionnels de santé pour référencer toute l'offre de TP qui existe sur une région, avec une recherche qui est possible par pathologie. Par contre, pour l'instant, on ne communique pas trop sur ce site, même s'il est accessible, parce qu'il n'est pas exhaustif encore. En fait, on l'incrémente avec les programmes au fur et à mesure des déclarations, du passage des programmes qui sont encore sous autorisation. Une fois qu'ils basculent en déclaration, on incrémente le site, ce qui fait qu'il sera vraiment complet qu'à compter de 2025, et on prévoit du coup une grande campagne de communication à ce moment-là sur l'ouverture du site. Et pour l'instant, effectivement, il n'y a pas un site unique qui recense les programmes, d'où le travail qu'on a mené aussi avec Clémence en COPL pour faire au moins une extraction des programmes cancer qui soit accessible à tous dans l'attente de ce site qui, lui, présentera les programmes cancer, mais présentera les programmes quelle que soit leur pathologie. Ok, oui, d'accord, merci. Et c'est pour compléter rapidement ce que disait Isabelle, effectivement, dans notre annuaire première lecture, les informations complémentaires qu'on a pu apporter pour aller chercher de l'information précise sur les programmes, la majorité, une partie base sur monetp.fr. Donc c'est pour ça, effectivement, il n'est pas encore exhaustif pour le moment. Mais effectivement, pour certains autres, il y avait un annuaire qui existait, c'était Cartep, mais en tout cas qui va disparaître, qui ne fonctionnera plus, en tout cas qui ne sera plus disponible. Mais en tout cas, il y a encore certains éléments qui font le lien avec eux. Et je pense que voilà, pour la partie méthodologie, je pense que ça a été évoqué, Carole, dans ta présentation. Mais nous, en tout cas, on a aussi l'IREPS aussi qui intervient beaucoup par les formations aussi, donc qui font beaucoup de liens effectivement sur cette partie ETP. Mais c'est vrai que sur cet annuaire, ce qui est intéressant, c'est que l'espace ressources est vraiment en lien avec l'ARS et ils mettent très régulièrement à jour la liste des programmes déclarés maintenant, parce qu'en fait, ils font ça en lien avec l'équipe en charge justement de l'étude des dossiers au niveau de l'ARS. D'accord. Et donc, ça recense vraiment tous les programmes. Et après, on a des recherches par territoire, par pathologie, par ceci, par cela, par ce qu'on veut, quoi. Ok, merci. Alors, ce sera
possible aussi en Pays de Loire, parce que là j'ai parlé de mon ETP.fr qui est un peu l'interface grand public du site en fait qu'on remplit, qui est Oscar ETP, donc qui pour le coup est rempli en interne à l'ARS. Donc c'est pas l'IREPS qui le fait, mais c'est un peu le même système. Et Oscar ETP, c'est vraiment la base de données dont je parlais dans ma présentation, qui recense tous les éléments descriptifs du programme. Donc là on aura vraiment beaucoup plus d'informations, mais par contre c'est un site qui est pas très convivial à utiliser pour un professionnel lambda qui veut se renseigner sur l'existence d'un programme sur telle pathologie. C'est pour ça qu'on a l'interface Mon ETP sur lequel on va beaucoup plus communiquer. Je vois aussi une question. Envisagez-vous de mettre d'autres supports pédagogiques à disposition? Alors pour le moment, on s'arrête, enfin en tout cas on s'est stoppé là, mais en tout cas on envisage peut-être, alors à la base de ce projet, en tout cas de réforme de programme, du programme Oncoplet, c'était de pouvoir aussi l'adapter à un aspect, parce que c'est un programme dédié au collectif. On voulait aussi proposer ça de manière générale sur d'autres enfin en tout cas de faire quelque chose un peu plus général. Donc pourquoi pas, si ça se porte déjà aussi à ce niveau-là. Donc et peut-être aussi faire des guides aussi pour les patients, peut-être, enfin des fiches d'information peut-être un peu plus courtes, mais qui pourraient être utiles à ce niveau-là. Alors, quel retour avez-vous des acteurs de la d'oncologie? Pensez-vous que cela va faciliter la déclaration des programmes en cancérologie? Alors, si c'est par rapport à nos outils, alors justement, bah là, c'est l'occasion par ce webinaire de les valoriser. Donc, on n'a pas encore, en tout cas, de retour par rapport aux outils, si c'était la question. Et alors, bah, l'objectif, oui, on espère en tout cas faciliter cette déclaration-là. Je sais qu'il y a, en tout cas, on sait qu'il y a d'autres modalités. Il n'y a pas que ça, en tout cas, qui peuvent bloquer la déclaration de programme. Mais si c'est en tout cas par une question de processus, on espère en tout cas, c'était l'objectif de faciliter cette déposition. Surtout que maintenant, ça a été beaucoup plus simplifié, en tout cas, les démarches pour déposer un programme. Comme l'a expliqué tout à l'heure Isabelle, il y a le dépôt en ligne, voilà, avec un tutoriel, en tout cas, qu'on a référencé. Donc, on espère en tout cas que ça va pouvoir faciliter cette déclaration-là. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour vos retours, en tout cas, positifs. S'il n'y a plus de questions, en tout cas, bah, on va arrêter le webinaire maintenant. Merci beaucoup à tous les participants d'avoir répondu présent pour ce webinaire. Merci énormément à Isabelle Suire et Virginie Berger pour votre intervention. Merci beaucoup pour ces éléments-là, pour toute cette construction d'outils sur laquelle vous avez participé. Donc, on espère avoir répondu à vos demandes, si vous aviez des demandes en tout cas sur ce webinaire. Et puis, nous allons pouvoir couper. Caroline, tu vas pouvoir arrêter l'enregistrement. Et merci beaucoup.